Derrière cet événement, c'est l'association Youth Forever. On travaille pour les employeurs pour la jeunesse depuis le Covid, grosso modo, le tout pour prendre soin, pour mettre en capacité et pour transformer l'essai dans nos organisations pour les transitions. Une action qu'on mène à la fois avec un observatoire, on produit des études sur le sujet, celle qu'on est en train de faire en ce moment, par exemple, sur les contrats de travail. Et puis, on travaille aussi à l'organisation d'événements, de réunir cette communauté, le tout pour mobiliser des employeurs vis-à-vis de la jeunesse en interne et en externe. Et on a la chance de fédérer un très bel écosystème très varié d'acteurs de l'associatif, de la formation, de l'entreprise, de la politique et du public. Et on avait à cœur de partager cette communauté avec vous. Et donc, d'où l'organisation de ces webinaires pour vous donner un petit aperçu de la palette de diversité, de variété des personnes qui nous entourent et pour vous faire profiter d'eux. Aujourd'hui, on a donc invité Samuel et Lucille. Samuel, je vous laisse the floor. Merci à tous d'être là. Merci Jasmine pour cette introduction. Donc effectivement, moi je suis aussi chef de projet chez Youth Forever et j'ai la chance de guider ce webinaire aujourd'hui avec Samuel. Je te propose de commencer Samuel en te parlant de nous. Nous on te connaît un peu, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Eh ben, avec plaisir, merci beaucoup, enchanté. Moi, je m'appelle Samuel, du coup, comme ça a été évoqué. J'ai tout juste 30 ans, c'est un pivot important. J'ai l'impression parfois que depuis que j'ai 30 ans, je fais ma crise de la quarantaine avant l'heure. Je préfère la faire maintenant qu'à 40 ans, c'est bien, comme ça je serai ready dans 10 ans. Parce que 30 ans, pour moi, c'est déjà 15 ans de boulot, avec des engagements très différents dans des écosystèmes très différents. Donc, c'est à la fois un moment de bilan et puis aussi de décision sur les engagements suivants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant 15 ans? En fait, j'ai commencé dans le monde associatif quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée. J'ai lancé un mouvement de jeunesse qui s'appelle Coexister, qui est un mouvement d'éducation populaire. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce que c'est que l'éducation populaire, mais l'éducation populaire, c'est l'ensemble des acteurs qui participent à l'éducation des jeunes en dehors de l'école. Donc, ça inclut toutes celles et ceux qui organisent des colonies d'été, qui font des parcours d'apprentissage pendant l'année. Les acteurs connus, très identifiés de l'éducation populaire, bien sûr, c'est les scouts, mais aussi l'UCPA ou Léo Lagrange, ou les branches jeunesse des grosses organisations comme la Croix-Rouge ou Secours Pop. Et donc, Coexister est un mouvement d'éducation populaire qui propose en un an dans une cinquantaine de villes de France un parcours qui permet de débattre et de discuter de religion et de laïcité dans un contexte qui a changé maintenant beaucoup, mais où quand on a émergé, on était quand même très liés aux différentes vagues de terrorisme qui ont posé beaucoup de questions dans notre société sur comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, sur les préjugés, sur la montée aussi en réaction de l'islamophobie ou de l'antisémitisme. Et donc, toutes ces questions-là étaient traitées dans ce mouvement de jeunesse que j'ai lancé au lycée, qui existe encore, qui a ses propres actions et qui a des salariés et qui se développe, quoi. Pour vivre à cette époque, parce que j'ai créé l'association quand j'étais au lycée, j'ai pas eu un modèle économique tout de suite, j'ai mis du temps à trouver les ressources pour payer des personnes à temps plein. Et puis souvent, quand on est fondateur d'un projet, s'il y en a parmi vous, c'est pas toujours qu'on se paye en premier parce que nous, on a l'énergie et le feu de la fondation, donc on peut faire du temps bénévole en plus. Et donc, on peut faire appel plutôt à des personnes qui ont des compétences très spécifiques dans les premiers salariés. Donc moi, j'étais prof de musique et c'est comme ça que j'ai pu financer mes premières années d'engagement dans l'éducation populaire en enseignant le piano et les percussions à des jeunes enfants dans des écoles de jazz. J'ai fait ça du coup pendant 6-7 ans et puis j'ai connu une nouvelle période d'engagement très différente, même si liée en termes de valeurs, qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Donc l'entrepreneuriat social, c'est la création d'activités économiques, d'entreprises au service de l'intérêt général. Et donc là, on a créé à la suite de Coexister une entreprise qui s'appelle Convivencia et qui est une entreprise de conseil, de formation sur les mêmes sujets que Coexister, donc sur gestion de la diversité religieuse en entreprise, application du principe de laïcité. Donc j'ai dirigé cette boîte pendant 6 ans, Convivencia. Et donc la somme des deux, Coexister et Convivencia, a été une boucle de ma vie où je me suis vraiment passionné pour la question des religions au pluriel. J'ai fait mon master en sciences des religions et de la laïcité après avoir fait une licence en histoire et à Sciences Po.
Et donc, ça a été le thème majeur de ma vie jusqu'au Covid, le premier Covid, le premier confinement en mars 2020, où en fait, je faisais un peu le bilan des 12 premières années d'engagement et je me rendais compte que tous les projets dans lesquels je m'étais engagé, grosso modo, étaient au service de la cohésion et du lien social. Et j'ai eu cette prise de conscience pendant le Covid avec une conviction assez forte qui m'habitait déjà avant, qu'il n'y a pas de paix sans justice. On entend souvent cette phrase un peu à droite à gauche, pas de paix sans justice. C'est aussi une phrase de militant, quoi, no justice, no peace. Pour les Nations Unies, c'est le même objectif de développement durable. Je ne sais pas si vous connaissez les 16 objectifs de développement durable que fixe l'ONU pour 2030. Justice et paix vont ensemble parce qu'en fait, il y a un cercle vertueux entre les deux. Il ne peut pas y avoir de paix dans une société s'il n'y a pas d'abord de justice, d'égalité. En fait, il n'y a pas de lien entre les gens si le lien il n'est pas symétrique, quoi. Si on ramène ça à l'égalité femmes-hommes, il ne peut pas y avoir de paix dans les ménages s'il y en a un qui est supérieur à l'autre, qui a plus de droits que l'autre, qui a plus de privilèges. Et donc, ce lien-là, il est très important. Moi, je pense qu'il y a aussi le lien dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment appliquer la justice s'il n'y a pas la paix. Donc, il y a une boucle très vertueuse entre les deux. Et comme j'avais consacré 12 ans de ma vie aux questions plutôt de cohésion, donc de paix, la cohésion, c'est le terme pour désigner la paix dans un pays qui est déjà en paix, en fait. Hein. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment en paix? Vu de l'extérieur, il y en a qui peuvent penser que la France est au bord de la guerre civile. Donc, mais en tout cas, après avoir parlé de cohésion pendant longtemps, je me suis dit la priorité maintenant, c'est la justice. Et donc, j'ai vécu ce pivot où c'est la question politique et la chose publique qui m'a d'un seul coup beaucoup plus intéressé. Avec une prise de conscience que, et je pense qu'on en parlera beaucoup dans ce séminaire, que dans un pays comme la France, il est difficile de vraiment changer les choses sans avoir la puissance de feu de l'État. Et l'État en France, malheureusement, dans un pays qui est quand même peu démocratique, ça se résume à pas grand-chose de plus que l'Élysée, en termes d'initiative du pouvoir, on va dire. Et donc est venue l'idée en 2020 d'organiser une coalition dans la société civile et dans les partis pour que des personnes qui portent un projet écologique et social puissent prendre l'Élysée. Donc on a créé la primaire populaire pour ça, que j'ai dirigée pendant 2 ans, qui à la base était un processus citoyen pour avoir une seule candidature qui porte l'écologie et l'égalité à la présidentielle, qui a été remportée par une personne qui n'était pas candidate à la présidentielle à ce moment-là, donc ça a plutôt rajouté à la confusion, avant qu'au final cette personne n'ait pas les signatures, donc Christiane Taubira, et qu'on rejoigne finalement Jean-Luc Mélenchon 5 semaines avant le premier tour. Donc voilà un peu la trajectoire qui a été la mienne. Et pour l'instant, en train de faire le bilan de ce passage récent, puisque ça fait seulement 3 ans que j'ai vécu deux changements de braquet. Le premier changement de braquet, c'est que j'ai quitté l'associatif et l'entrepreneuriat pour aller plutôt vers le politique, au sens large. Le politique en tant que vie de la cité et pas forcément la politique politicienne des partis. Et le deuxième changement de braquet, c'est que je me suis plus simplement concentré sur les questions de cohésion, mais plus spécifiquement de justice sociale et justice environnementale. C'est passionnant, merci. Non, merci. Quelqu'un veut réagir? Non, c'est bon. Je reprends. Donc, merci beaucoup. Ça doit être pas facile de résumer tout ce parcours en quelques minutes. Effectivement, c'était hyper intéressant de voir exploser la primaire populaire quand ça a eu lieu. Ma question suivante, elle est sur le pouvoir. On a fait une enquête récemment avec Youth Forever sur Jeunes et pouvoir. Pour travailler sur les sujets sur lesquels tu travailles, pour toi, il est où le pouvoir aujourd'hui? Comment est-ce qu'il évolue par cercle et quel est son rapport avec les générations? C'est une question complexe. Moi, j'aime bien me faire un petit tableau où en fait je croise deux grandes théories. Alors, désolé, j'ai un peu cette tendance-là à chercher des explications théoriques, surtout parce que je l'ai pas dit aujourd'hui, mais depuis 5 ans, je suis prof à Sciences Po en économie sociale, donc j'ai toujours un peu ce réflexe de rendre le truc académique. Il y a une théorie très connue qui est la théorie de Pierre Bourdieu, qui s'appelle la théorie des champs, qui imagine que la société est découpée en espaces, donc en champs, ayant chacun leurs propres règles. Et dans chacun de ces champs, avec chacune ses propres règles, il y a des agents qui sont des agents dominants et des agents dominés. Donc des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui déterminent les règles de l'espace. Par exemple, un champ, ça peut être les médias. Le champ médiatique, c'est un champ
dans lequel on a plusieurs agents, des journalistes aux lecteurs, en passant par les propriétaires, les assos. Et en fait, c'est une question qu'on peut se poser en essayant d'observer qui, d'après vous, d'après nous, a le pouvoir dans les médias. Est-ce que c'est les personnes qui l'achètent et qui donc du coup donnent un peu de la tonalité parce que un média vit selon son audience, même les médias qui vivent avec la pub, comme les chaînes en continu. Est-ce que c'est les actionnaires du média, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de médias par exemple qui sont privés, il y a une minorité de médias publics, la majorité sont détenus par des actionnaires qui cherchent à être au moins à l'équilibre pour pouvoir être profitables. Et puis il y a peu de médias détenus par leurs lecteurs, à part peut-être Mediapart, Blast et je crois que c'est tout en fait. La plupart sont toujours détenus par des actionnaires. Même Le Monde ou Libé, hein, qui sont, c'est pas forcément selon un clivage droite-gauche, qui sont des médias justement dits de gauche ou militants, sont en fait quand même détenus par des actionnaires qui cherchent à faire du profit. Donc forcément, la ligne éditoriale est impactée par ça parce qu'on ne vend pas du tout pareil de la même manière un produit quand on cherche à dégager du profit ou quand on cherche à dire la vérité ou avoir un impact particulier. C'est pour ça, par exemple, que Mediapart est détenu par ses lecteurs. Donc ça, c'est une première grille de lecture pour identifier le pouvoir, c'est de penser la société par champ et de se dire dans chacun des champs qui a le plus d'influence. Et c'est une question à laquelle on peut chacun avoir une réponse et sa propre perspective. Il y a une deuxième grille de lecture, donc moi j'aime bien croiser les deux, c'est une grille de lecture d'un penseur qui est un peu plus ancien, qui s'appelle Hegel, qui, lui, avait conçu la société selon des niveaux de structure avec des sphères d'influence. En disant qu'en gros, il y avait la microstructure, c'est vous et votre famille, donc vous avez une influence, c'est les individus, sur un cercle qui est autour de soi, de ce à quoi on a une portée directe. On a au-dessus des mésostructures qui sont plutôt les organisations, donc Youth Forever, comme la Prière populaire, comme des mouvements climat, comme ce sont des organisations qui ont leur propre sphère d'influence. Ensuite, on a les macrostructures qui sont l'État. L'État qui, en fait, a quasiment un équivalent sur tous les domaines de la société. Sur chaque thème, vous avez soit une administration, soit une commission qui va traiter de ce thème, et donc, du coup, qui a une forme de pouvoir régulateur. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, je trouve, surtout pour la génération Z, ce que Hegel appelait les superstructures. Les superstructures, c'est les plus intangibles. Elles sont invisibles, donc ce n'est pas des structures organisées. Ça inclut l'inconscient collectif, les structures cognitives de la société, les grands présupposés qui sont partagés et qui sont en fait la culture de masse. Alors moi, c'est la grosse question que je me pose aujourd'hui parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de pouvoir. Je pense que le pouvoir visible, il est majoritairement dans les macro-structures, dans tous les sujets. C'est-à-dire que je pense que dans tous les champs, c'est l'État qui a le plus de pouvoir visible. C'est-à-dire que l'État a la capacité, par la force de la loi, de réguler tous les champs et d'en déterminer des règles de vie. Et qu'on oublie à quel point l'État a été capable de le faire. Parfois, on se dit, on entend, c'est pas possible, c'est trop ambitieux, l'État va se heurter à des obstacles importants. Mais moi, je me souviens toujours de cette étude-là qui m'a beaucoup marqué sur l'abolition de l'esclavage. Quand on abolit l'esclavage en 1848 en France, il y a un vrai débat à l'Assemblée nationale contre l'abolition de l'esclavage parce que économiquement, le cœur de la société repose justement sur une force de travail non rémunérée, donc une main-d'œuvre gratuite. Et donc, imaginez qu'on a un modèle économique de société où il n'y a plus de main-d'œuvre gratuite, c'est une révolution économique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on ne se dit pas qu'est-ce qui pragmatiquement va fonctionner. Parce qu'effectivement, abolir l'esclavage, ça a des conséquences majeures sur beaucoup de filières industrielles. On se dit qu'est-ce qui est souhaitable. Et donc, on ne réfléchit pas en se disant qu'est-ce qui est possible. Et en fonction de ce qui est possible, on va trouver ce qui est souhaitable. On fait l'inverse, on réfléchit en fonction de ce qui est souhaitable, on va le rendre possible. Et le débat politique fait qu'on se dit l'abolition de l'esclavage, c'est la priorité. Donc, on abolit l'esclavage et ensuite, on voit comment est-ce qu'on s'y prend. Je fais cette digression pour dire que je pense que c'est le rôle du politique que de rendre possible ce qui est souhaitable. Pour moi, c'est sa fonction principale et il en est capable. Il l'a fait plein de fois dans l'histoire et il peut continuer à le faire. C'est pour ça que je pense que la structure la plus puissante dans les structures visibles, c'est la macrostructure, donc l'État. Mais il y a une structure plus invisible et à laquelle moi je me demande comment est-ce qu'on l'atteint, comment est-ce qu'on la touche, qui sont ces superstructures, donc les structures cognitives, la conscience de masse, la culture, qui en fait traduisent une vision du monde plus ou moins consciente ou inconsciente sur aussi le champ des possibles et des souhaitables.
par exemple, il y a des études assez approfondies qui montrent que si Obama a pu être élu président des États-Unis alors qu'il était noir, il y a un lien avec la série 24 heures chrono qui a existé pendant 5 ans avant l'élection d'Obama, où le président des États-Unis est noir. Et donc, ça a posé dans un décor comme une sorte de préalable le fait que. Par contre, je ne sais pas si on m'entend encore, Lucille, parce que je vois tout le monde en Frozen sauf toi. Je vois Raphaël, Jasmine et Lou. Parfait. Et donc, ces superstructures, moi, je pense que les influenceurs, notamment, et influenceuses, ont un rôle important dans cette conception-là, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, on ne sait pas forcément décrire où, quand, comment, pourquoi ces structures partagées se construisent. Mais il y a des formes d'évidence quand même. En fait, on les intègre tellement fortes qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'elles représentent. L'exemple que j'ai pris là avec le président noir me paraît le bon, mais je pense qu'il y en a d'autres qu'on pourrait identifier qui sont nombreux, où en fait on voit que la culture de masse précède des grands changements de société. Par exemple, si je vous parle aujourd'hui d'un sujet moi, qui me tient à cœur sur le futur pour la justice, c'est l'abolition de l'héritage, parce que je pense que l'héritage, c'est une façon de ne pas partir au début de la vie sur la même ligne de départ. Donc, c'est une des plus grosses menaces pour l'égalité, parce que c'est justement quelque chose qui perpétue le fait que si la vie est une course ou un chemin, un sentier, on part à des niveaux très différents. Et donc, on n'a pas du tout les moyens de satisfaire aux mêmes besoins en fonction de nos existences. Et aujourd'hui, culturellement, c'est très mal perçu de toucher à ce sujet, parce que culturellement, l'héritage est vu encore aujourd'hui comme une norme, comme quelque chose de naturel, c'est le fruit du travail de ses parents, c'est la transmission dans les familles, c'est légitime, mon argent c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Et donc tout ça, c'est des espèces de présupposés qui sont construits collectivement, et sur lesquels, je pense, les superstructures ont plus de pouvoir qu'autre chose. C'est-à-dire que si on avait une série, un film ou un joueur de foot de classe internationale qui, par différentes attitudes ou comportements, venait remettre en cause l'héritage et dire en fait ça n'a pas de sens cet héritage, je pense que ça aurait parfois peut-être plus d'impact encore qu'une loi qui dirait l'héritage doit être plafonné selon un certain montant. Je prends un dernier exemple sur le mariage pour tous. Où pendant des années avant que le mariage pour tous soit légalisé, il y a eu un débat de société très fort en France avec des sondages qui étaient serrés, hein, ce n'était pas du tout une opinion majoritaire. Et aujourd'hui, l'opinion est tellement majoritaire sur le mariage pour tous que même les anciens combattants contre le mariage pour tous, notamment la droite, s'excusent presque d'avoir fait la manif, quoi, alors qu'on n'est que 10 ans plus tard. Vous avez Gérald Darmanin qui dit « ouais, j'aurais pas dû, je regrette », etc., alors que c'était un des leaders de la lutte contre le mariage pour tous, à l'Assemblée et dans la rue. Et donc, ça, c'est quelque chose, je trouve. Est-ce que c'est la loi pour le mariage qui a fait évoluer profondément l'opinion collective? C'est possible, donc ça voudrait dire qu'il y a de nouveau du pouvoir du côté de l'État, parce que c'est la loi qui a changé les mœurs. Ou est-ce que les mœurs ont été transformées par d'autres canaux, comme, je ne sais pas, les séries, par exemple? Si on regarde les productions Netflix depuis 10 ans, l'homosexualité, il est même plus traité comme une minorité, et donc a fortiori encore moins comme une exception. Elle y est traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'une des normes existantes. Et donc il y a une évolution majeure dans la perception sociétale sur ce sujet par les superstructures. Donc voilà, je pense que le pouvoir, il est surtout de ce côté-là, et qu'il y a une responsabilité des personnes qui s'investissent dans les superstructures collective. Et donc, je pense que les influenceurs, par exemple, aujourd'hui, s'emploient beaucoup à toucher ces superstructures pour des marques et donc pour du business, et auraient tout à gagner à toucher ces superstructures pour de l'impact et pour un projet de société. Tu fais la transition parfaite pour ma question suivante, et je pense que ce sera la dernière question avant d'ouvrir le floor, j'allais dire les questions-réponses pour tout le monde. Pour lier ce que tu dis à ce qu'on fait chez Youth Forever, donc nos sujets entreprise, jeunesse et transition écologique, à ton avis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture de masse des jeunes par rapport à l'écologie? D'abord, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que les jeunes ils sont vraiment plus sensibles à l'environnement?
Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Et à l'inverse, l'entreprise en tant qu'agent d'influence et agent qui a du pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact sur cette culture de masse dans l'objectif de transition écologique? Je pense que sur l'écologie, il y a plusieurs points justement de la bataille culturelle. Donc la bataille culturelle, c'est le terme qu'ont donné les théoriciens justement à l'évolution des superstructures, c'est-à-dire les structures cognitives. Comment est-ce que ces structures elles évoluent? On appelle ça la bataille culturelle. Et pour moi, en ce moment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une bataille culturelle entre trois grandes visions du monde. La vision dominante, qui domine encore dans l'essentiel des démocraties occidentales et dans le monde entier, c'est la vision capitaliste, donc qui, pareil, se présente économiquement. Ça, c'est un sujet pour moi passionnant quand on commence le cours à Sciences Po. Le capitalisme est un courant économique qui a gagné, qui est majoritaire. Ça n'est pas la norme économique selon une science économique. C'est un courant économique qui s'est imposé à travers une lutte d'influence à la loyale, j'ai envie de dire, en utilisant tous les moyens possibles, la communication, la politique, l'argent aussi, pour devenir cette norme. Et donc, cette vision du monde, elle repose sur le fait qu'en gros, elle repose, je dirais, sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est que la prospérité, le développement des sociétés dépendent de la croissance. Donc, en gros, il faut produire davantage pour développer tout le reste. C'est le premier point. Et le deuxième point, elle repose sur le fait que la part de pouvoir dans l'économie dépend de la part de capital détenu. Donc en gros, j'ai un pouvoir économique qui dépend au capital que je détiens. En gros, il n'y a pas de démocratie économique. Il n'y a pas un agent économique, une voix. C'est 1 euro, une voix. Et donc plus j'ai d'euros accumulés, plus j'ai de puissance, que ce soit par la consommation ou par le capital stocké, un appartement par exemple, etc. Bon. Et donc ça, c'est les deux grandes caractéristiques de ce courant, de cette bataille culturelle qui s'appuie en fait pour qu'elle puisse être reconnue par la base, c'est qu'en fait elle promet une méritocratie en disant si vous travaillez suffisamment et si vous produisez suffisamment et si vous êtes assez malin, vous allez pouvoir monter dans cette pyramide. Ça, c'est une première bataille culturelle qui est majoritaire. En face de celle-ci, il y en a une deuxième qui lui fait la réplique partout sur Terre et qui a gagné en Turquie, en Inde, en Chine, au Brésil, dans beaucoup de pays du monde entier, qui est une vision identitaire du monde, qui peut ressembler au fascisme, mais qui n'est pas forcément jusqu'au fascisme, et qui consiste à dire notre prospérité, notre développement, notre bonheur, donc toujours, ça commence pareil, hein, dans les trois cas, ça commence par notre prospérité, notre bonheur, notre développement, dépendent de la protection de notre groupe. Donc le premier, il dit notre prospérité, notre bonheur dépend de la croissance. Le deuxième dit notre prospérité, notre bonheur dépend de la protection de notre groupe. Donc ce groupe-là qui est défini avec un dedans-dehors, et qui peut être une race, une ethnie, un pays, une religion, et parfois ça peut être un mélange des trois. Le Premier ministre indien, par exemple, il défend une vision identitaire de l'Inde sur des Indiens purs, qui sont hindous, donc pas musulmans, donc qui ont une religion, une ethnie et une nationalité. Et on a pareil dans beaucoup d'autres pays du monde, en Turquie par exemple aussi, où être un bon turc, c'est être musulman, si on n'est pas vraiment turc, etc. En face de ça, il y a une troisième vision, qui est donc une vision, je dirais, un projet de société qui dit notre prospérité, notre bonheur dépend du respect des limites. Deux limites, la limite du dessous qui est les besoins fondamentaux de l'être humain, donc manger, boire, dormir, se nourrir, etc. Et la limite du dessus qui est les ressources au-delà desquelles on ne peut pas aller du côté de la planète. Et donc les 9 limites planétaires en termes d'eau, d'air, de quantité, etc., de ressources. Pour revenir à la question sur est-ce que l'écologie est qui est en fait le nom qu'on peut donner à cette vision du monde, en disant que notre bonheur dépend du respect de ses limites, est-ce que l'écologie est majoritaire dans les jeunes générations? Je pense que ce qui est clairement le cas maintenant, c'est que le constat selon lequel la petite planète bleue fragile sur laquelle on vit est pour de vrai mise en péril de mort et en danger dans un avenir proche, c'est-à-dire sur 10, 15, 20 ans,
avec une extinction totale de l'espèce humaine dans cette période-là, est perçue comme crédible. Et ça, c'est quelque chose de partagé. Ce qui pour moi n'est pas du tout partagé aujourd'hui encore, et c'est pour ça que je dirais pas que c'est une génération écolo, c'est en amont et en aval. C'est-à-dire, pourquoi on en est arrivé là? Ça, c'est pas du tout partagé. Entre ceux qui pensent que justement c'est à cause de la croissance et de la production, ceux qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas été assez innovant au niveau technologique, ceux qui pensent que c'est parce qu'on est trop d'humains qu'il faut qu'on régule les humains, donc du coup qu'on en élimine, ou que donc Malthus, ou qu'on en fasse moins. Et puis de l'autre côté, il y a un autre désaccord aussi, c'est comment on sort de ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on protège, quels sont les outils pour protéger ces deux limites-là. Et donc là, pour moi, il n'y a pas du tout consensus. Il y a même un très gros dissensus. La bataille culturelle a juste fait que cette thématique est une vraie question. C'est pas la nature, les animaux et les oiseaux qui chantent, quoi. C'est une question existentielle de survie, quoi. Voilà, moi, mon point de vue sur cette génération-là. Et donc, j'ai le sentiment que quelque chose de nouveau et qui est positif, sur lequel on a une responsabilité, c'est de construire et de faire une proposition, c'est que cette jeune génération, elle considère comme acquis le fait qu'il y a cette menace existentielle. Donc, il n'y a plus à en débattre. Je termine juste, il est 9h01, sur ta question pour les entreprises. Moi, je suis convaincu que les entreprises, en tant qu'acteurs économiques, ont un pouvoir très important et en même temps très limité. Très important parce que chaque entreprise détient ce qu'on appelle une chaîne de valeur entre des matières premières, même si c'est de l'intelligence, donc des ressources de départ qui sont transformées et vendues. Et dans ce processus-là de la matière jusqu'à la vente, il y a évidemment la possibilité soit de produire plus ou moins de carbone et de détruire plus ou moins de vie humaine avec des conditions de travail qui sont déplorables, une pression, voire parfois de l'esclavage, des gens mal payés, soit l'inverse. Dans cette chaîne de valeur, il y a la possibilité aussi de produire de manière vertueuse des cercles positifs qui rendent la Terre plus vivable et plus durable au niveau de l'air, de l'eau, des ressources, etc. Et que cette aventure économique profite à un maximum de gens sur le trajet et ne soit pas accaparée par quelques-uns. Donc chaque entreprise, de fait, c'est l'aventure économique, c'est à chaque fois une question, presque de toute la société toute entière se retrouve dans une entreprise, c'est comment est-ce qu'on partage ou pas pour rester dans ces limites-là. En fait, on peut reprendre les 3 visions du monde appliquées à l'entreprise. Là où par contre l'entreprise, pour moi, a que très peu d'impact, c'est que dans un pays comme la France, il y a 3,5 millions d'entreprises. Pour que chacune de ces entreprises prennent des décisions, d'abord, il faut être d'accord sur lesquelles, qui permettent de rester dans les limites planétaires et d'être dans la vivabilité, ça peut prendre un temps considérable. Et à ce rythme-là, aujourd'hui, où chaque entreprise le fait à sa vitesse, à sa demande, sachant qu'en plus, chacune, parfois, se donne sa propre définition qui est plus ou moins contraignante, en fait, on sera très, très au-delà de l'explosion des seuils qui a déjà commencé. Et donc, moi, j'ai toujours le sentiment que dans ces 3,5 millions d'entreprises, il y en a quand même 100, 200 à l'échelle planète Terre qui, à elles seules, détiennent 90% du problème, donc de la solution, parce qu'elles concentrent d'abord les émissions de carbone, mais aussi la fabrique des égalités, des inégalités. Et que ces entreprises, de toute façon, pourraient de toute façon changer complètement leur façon d'avoir un impact si elles obéissaient à des règles. De la même manière qu'un jour, on leur a dit vous n'avez plus le droit de faire travailler les esclaves, en 1848, c'était il y a 150 ans. Enfin, je veux dire, c'est hier sur l'histoire de l'humanité d'avoir dit vous avez plus le droit de faire travailler les esclaves. De la même façon qu'un jour, on leur a dit ça, moi, je ne trouverais pas ça déconnant qu'un jour, collectivement, la société se dise les acteurs économiques n'ont plus le droit de produire du carbone gratuitement, par exemple. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sam, pour cet exemple et cette explication. J'ouvre le panel aux questions. Est-ce que dans les participants, il y a des questions ou des commentaires pour Sam? Vous pouvez enlever votre micro ou les mettre dans le chat et je les lirai. Je laisse une minute pour que les gens atterrissent. Tu nous as dit énormément de choses d'un coup. Moi, j'ai une question. Une des études qu'on a fait avec Youth Forever, le premier livre blanc, une des un peu conclusions de cette étude, c'était que la jeunesse a beaucoup plus confiance en l'entreprise versus les médias, le politique. J'ai l'impression que toi, tu as vachement insisté sur
l'idée que finalement, en tout cas, c'est l'État et c'est la politique qui a beaucoup plus de pouvoir. Et pourtant, il y a peut-être moins de confiance aujourd'hui vis-à-vis des jeunes générations. Est-ce que tu es aligné avec un peu ce constat et quelles solutions potentiellement, si finalement c'est l'État qui a beaucoup plus de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner confiance et enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit peu ce constat en tête? Oui, moi, je pense que ce serait intéressant que les partis politiques, notamment, entendent cette méfiance très forte des jeunes et de la société à l'égard des médias et de l'État, parce que cette méfiance, elle dit des choses sur des comportements, sur un contexte, sur une culture, et qu'il faut absolument prendre cette méfiance en compte. Je pense qu'elle n'est pas du tout traitée comme un problème à résoudre, alors que c'est un problème à résoudre. Et je comprends aussi pourquoi l'entreprise, parce qu'elle est un espace de créativité, parce qu'elle est un espace de projet, et qu'un projet, c'est aussi une façon de se projeter dans un monde qui a inventé, suscite davantage de confiance. Alors après, j'imagine que c'est les entreprises en général, que si on sondait certaines entreprises, je ne sais pas si on comparait par exemple l'État versus Amazon, j'espère que le sondage donnerait une autre réponse, mais je comprends que les entreprises prises de manière indistincte suscitent un taux de confiance important. Et ayant été entrepreneur social moi-même pendant longtemps, je peux que me réjouir de ça. Je pense que la méfiance à l'égard des médias et des politiques est de leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils savent quand même, ils ont les moyens de savoir quels sont les reproches qui leur sont faits et pourquoi il y a un doute. Et donc, il faudrait s'employer justement à identifier ces différentes sources de méfiance et les résoudre un par un. Il faudrait en faire un projet quasiment à temps plein, quoi. Bien sûr, il y a un problème de probité. C'est l'un des problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'affaires, de corruption ou de magouilles ou de mensonges, de détournements, etc. Donc je pense que ça joue beaucoup. Je veux dire, les affaires Cahuzac, Fillon, les bad buzz médiatiques, etc., je pense, participent bien sûr de cette méfiance. Mais je pense qu'il y a des choses plus profondes, notamment sur la façon de raconter la société. Notamment, je pense, un point qui heurte beaucoup la sensibilité des gens, c'est cette façon permanente de scénariser la division. C'est-à-dire de confondre le fait d'être différent et divisé. Il y a une exagération de la conflictualité. Moi, je crois que la conflictualité existe. Hein. C'est pas le sujet, notamment entre ces trois visions du monde. Et qu'il y a une conflictualité nécessaire, notamment politiquement, si on n'est pas d'accord, ou si on veut une réforme des retraites à 64 ans ou à 60 ans. Ça, il y a des espaces de conflictualité indispensables. Mais j'ai l'impression que le politique et les médias créent davantage de conflictualité qu'il n'en faut, et que c'est une source d'épuisement des gens. Parce que dans la vie réelle, dans le quotidien de nos trajectoires, dans nos familles, dans les rues qu'on traverse, dans les collègues qu'on croise, en fait, on a besoin d'abord, je reviens à justice et paix, quoi, de cette paix au quotidien, donc de cohésion, d'harmonie et de bonne entente. Et cette bonne entente-là, elle n'est pas du tout encouragée ni par le discours politique, ni par la vie médiatique, qui va plutôt mettre l'accent sur les arbres qui tombent davantage que sur les forêts qui poussent. D'ailleurs, un arbre qui tombe, c'est beaucoup de bruit, alors qu'une forêt qui pousse, on n'entend pas. Et c'est le principe justement du jeu médiatique. Et je pense que c'est ça qui a un effet repoussoir, c'est la déconnexion par rapport à ce dont on a besoin et envie, pour de vrai, dans un quotidien. Et il y a tellement d'autres choses encore, mais voilà, en tout cas, je dirais que la responsabilité est la leur. Pour moi, c'est pas de la faute des jeunes si la méfiance est élevée. C'est de la faute des concernés, quoi. Moi, j'aurais une question éventuellement concernant justement la remarque sur le capitalisme qui est un système économique mais qui domine aujourd'hui. Vous avez dit du coup vous enseignez un petit peu à Sciences Po et c'est vrai que pour être issu d'une de ces écoles-là, la manière dont moi on m'a parlé du système capitaliste, c'était pas du tout comme une voie possible, c'était plutôt comme la seule voie possible, c'est-à-dire un petit peu comme la démocratie, le pire régime à l'exception de tous les autres. Et donc du coup, dans la manière dont on travaille, je trouve l'économie et la finance dans cette école, particulièrement en master, c'est d'être dans de la pure technique et on en a
on en a oublié, je trouve, ce pan Sciences Po qui était un petit peu de la critique et de voir un petit peu l'impact que ça avait sur le système. Et je voulais savoir quelle était votre observation vis-à-vis de ça, parce que moi, j'ai vraiment ressenti un décalage entre, à la fois, on a une école qui réfléchit de manière globale, et à la fois, dès qu'il s'agit de ce système économique-là, au contraire, on est juste extrêmement technique et on se demande pas à ce qu'il sert, mais comment il fonctionne. Je vois très bien cette nuance, le but versus le moyen, quoi. Bah, en fait, je pense que Sciences Po est une école, par exemple, comme beaucoup d'autres, hein, mais qui est vraiment immense. Sciences Po, c'est 14 500 étudiants, c'est 4 000 enseignants. C'est un mastodonte de l'enseignement supérieur, et donc du coup, c'est aussi un grand espace de pluralité dans lequel doit trouver place justement les différentes opinions, les différentes convictions, dans le respect bien sûr d'un protocole scientifique, etc. Donc je pense que cette variété, elle existe dans une école comme Sciences Po. Je pense aussi que Sciences Po est une miroir de la société, dans le sens où il y a une bataille culturelle par rapport à ces visions du monde, par rapport à ce qui est souhaitable en termes d'objectifs. Et en fait, c'est à chacun et chacune de la faire émerger. C'est-à-dire que le modèle dominant a toujours intérêt à se faire passer pour la norme par défaut. Et il confie explicitement ou implicitement à ses agents la mission de le faire. Les agents du modèle dominant, qu'ils soient économiques, politiques, médiatiques, vont présenter le modèle dominant comme étant, comme la démocratie, voire parfois plus que ça, comme étant la norme rationnelle, quoi. Et donc, c'est aux personnes qui interrogent leur conscience de lever le doigt et de lever la main pour dire justement comment est-ce que ce modèle-là qui est aujourd'hui la norme est en fait une construction, elle n'est pas forcément si normale que ça. Et je pense qu'il y a une responsabilité individuelle, là, pour le coup. Et je suis assez confiant pour que des structures comme Sciences Po ou d'autres écoles soient représentatives de ces émulations-là. C'est-à-dire que si des étudiants, des enseignants s'interrogent et se disent est-ce que c'est vraiment la norme, que l'école y ressemble, je crois que ça peut bouger tout ça. Ça bouge justement en levant la main, quoi, en disant lorsqu'un soldat ne marche pas au rythme des autres, c'est qu'il entend un autre son de tambour. Et il y a vraiment ce truc-là de si j'entends un autre son de tambour, si ma conscience m'interroge sur une autre façon de voir ou de concevoir, est-ce que je le dis? Est-ce que je le pose? Est-ce que je l'avance? Et je pense que ça fonctionne. C'est-à-dire, autant à l'échelle macro, je suis de moins en moins adepte du colibri, parce que je pense que le colibri, en fait, c'est une belle métaphore, mais qui peut plus grand-chose par rapport à l'incendie qui vient, parce qu'il est trop tard et que maintenant, il faut beaucoup plus que le colibri, et que même 1 milliard de colibris ne suffira pas. Autant dans une communauté éducative comme Sciences Po, je pense que chaque personne a la capacité d'avoir une forme d'effet papillon, justement. C'est-à-dire l'effet papillon, c'est la théorie du chaos qui dit qu'un battement d'aile au Brésil provoque une tornade au Texas. Donc, je pense que chacune, si toi, tu as été étudiant ou si tu es étudiant dans l'école, a la possibilité de faire bouger ça. J'ai essayé d'y croire à un moment, je ne l'ai pas ressenti comme tel, mais c'est peut-être parce que c'était un contexte plus particulier. Mais c'est vrai que ce qui peut être frustrant parfois, c'est que c'est pas une difficulté pour les élèves de se lever, c'est vraiment une difficulté à se faire entendre, et particulièrement quand, par exemple, on peut aller dans des conseils d'administration au sein de ces écoles, on se rend compte que les réflexions sur les futurs masters n'incluent pas des enjeux qui parfois intéressent les jeunes, même s'ils ont été soulevés depuis plusieurs années. Mais je pense qu'en continuant, ça pourrait aider largement à aller plus loin. Oui, tout à fait. Et puis je pense que pour finir sur ce point, encore une fois, c'est à l'image de la société, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à l'école. C'est-à-dire que l'école, si on y enseigne le fait que un courant économique minoritaire est devenu une norme, c'est justement parce que dans la société, dans la bataille superstructurelle, là, sur les grands inconscients collectifs, c'est quelque chose d'acquis, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question à répondre en 1 minute, ou bien est-ce que je mets fin Ah, vas-y Jasmine, toi qui as levé la main. Je laisse la place à d'autres si vous avez des questions. Et je pense qu'on n'aura pas le temps en 1 minute, mais moi, c'est un sujet dont on a moins parlé, c'est l'interreligion, ou du moins les religions, comme tu l'as proposé au début dans ta présentation.
Je me pose beaucoup la question de cette diversité au global et notamment des différents pans de la diversité. Nous, on l'aborde principalement sous le prisme de l'âge, notamment dans le territoire qui est celui de l'entreprise, comme on l'expliquait. Mais du coup, je m'y connais beaucoup moins sur les religions et l'interreligion et la place que ça a dans la société. Donc, une petite question, si on devait réduire le sujet à accueillir l'interreligieux, notamment au travail, comment faire? Et c'est peut-être une question beaucoup trop longue, donc peut-être une ouverture pour y réfléchir. Non, bah, en une phrase, pour vous laisser à l'heure, l'interreligieux en tant qu'espace de rencontre entre personnes de différentes religions ou différentes convictions religieuses, parce que ça peut inclure aussi des athées, des agnostiques, donc on peut parler d'interconvictionnel quand on va jusque-là, est un des outils pour répondre aux problèmes que peuvent créer le pluralisme religieux de fait. Parce que pour moi, c'est de là que doit partir la réflexion. Il y a un pluralisme des convictions et des religions dans la société, dans le monde, en France, dans les entreprises, qui est un état de fait, mais qui en plus est protégé par les droits humains et par une quantité importante de déclarations auxquelles la France adhère. Et donc, dans ce pluralisme-là, on constate que l'existence d'une pluralité, sur ce sujet comme sur d'autres, crée soit des situations de tension et de conflictualité qui sont, pour moi, pour le coup, là, illégitimes. Parce qu'autant, je dirais, c'est la seule même conflictualité légitime, pour moi, c'est la conflictualité politique, parce que c'est celle qui permet d'obtenir la dignité, qui est la mère de tous les droits, d'après moi, comme Hannah Arendt. Mais toutes les autres conflictualités, pour moi, sont justement souvent scénarisées et exagérées et amplifiées. Et c'est l'une des conflictualités majeures, c'est celle-ci, quoi, entre différentes religions. Et donc, il faut qu'on invente des réponses à ce pluralisme-là. Dans une entreprise, il y a des personnes qui ont différentes religions. Est-ce que ça pose aucune question ou est-ce que ça en pose? Et s'il y a des questions que ça pose, bah, c'est les réponses qu'il faut y apporter qui sont nombreuses. L'interreligieux est l'une des réponses, mais il y en a d'autres. Sur la sensibilisation, sur l'aménagement d'espace et de temps, sur la compréhension des trajectoires de chacune et chacun. Et je pense pas que la réponse, ce soit de dire c'est une question privée et rentre chez toi et garde tes conditions au vestiaire. Je pense qu'au contraire, on a plutôt intérêt à en parler. Mais donc, effectivement, pour en parler et donner des ébauches de réponses à cette question, ce sera l'affaire peut-être d'un autre séminaire. Webinaire, pardon. Avec plaisir. Merci beaucoup, Samuel, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as apporté comme réflexion et comme connaissance. Merci à toutes Avec celles et plaisir à vous. ceux qui se sont connectés de bonne heure. Notre prochain webinaire aura lieu, si je ne me trompe pas, le 13 juin avec Bernard Coulati. Mais avant ça, nous avons un événement à Paris le 7 juin qui s'appelle Cause Toujours. Donc, c'est le 7 juin au soir. Je vous mets le lien et je vous laisserai aller voir. Ce sera... tu parlais de puissance de feu. C'est marrant, le feu, c'était un peu l'image fil rouge de cet événement. On va parler donc des gens qui ont le feu en eux, qui sont un peu des petits soleils et qui donnent envie de s'engager. On va parler des raisons de s'engager, des raisons d'y croire. On fait venir plein de très, très chouettes speakers. On fait des duos intergénérationnels. Donc, inscrivez-vous pour cet événement. Jasmine, un mot de conclusion ou c'est bon? Juste un grand merci et très belle journée. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.